Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique, est Stéphane de Salier-du-Pin. Il est conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor et il est venu jusqu'à nous pour être en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie, bonjour. Venu en voisin, bonjour à toutes les équipes. Voilà, en voisin, on peut le dire comme ça. On va parler de politique et d'Europe ce matin, ça ne vous étonnera pas évidemment, Stéphane de Salier-du-Pin. J'avais envie de vous entendre pour commencer sur la situation qui est très tendue, situation géopolitique qui bouge beaucoup dans le monde actuellement et situation aussi difficile, on l'aura compris, au Proche-Orient avec cette guerre, on pourrait parler de guerre qui a été lancée par l'Iran vis-à-vis d'Israël, avec tout ce que cela peut comporter aussi d'importation sur le terrain français, sur notre territoire. Est-ce que c'est quelque chose, et j'imagine déjà votre réponse, qui vous inquiète? L'inquiétude n'apporte rien. En politique étrangère, le fait de garder la tête froide, le fait d'être, comment dirais-je, non sujet à une émotion excessive est important. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une résurgence, maintenant chronique depuis quelques décennies, de ce conflit israélo-arabe, et que la France doit tenir une position qui est celle de garder la capacité d'apaiser les choses et d'arriver à un processus que nous souhaitons, collectivement d'ailleurs, je crois, majorité et opposition de ce point de vue-là, d'une solution à deux États. Mais c'est le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire est là. Donc, quelles que soient les images qui peuvent être terribles, les émotions qui peuvent être terribles, c'est ce cap qu'il faut conserver, parce qu'il y a un moment où il faut en sortir. Avec quand même cette peur de l'importation du terrorisme sur le territoire français. On le voit avec Gérald Darmanin qui a demandé à ce que la surveillance soit renforcée auprès de la communauté juive, par exemple, depuis ce matin. Ce qui est parfaitement légitime pour rassurer. Il y a une menace terroriste latente également depuis des décennies, singulièrement plus forte depuis à peu près une décennie. Simplement, j'attire votre attention au passage sur les événements qui se sont déroulés cette semaine en termes de violence. Je pense notamment à l'épisode de Bordeaux, où il y a eu 2 morts, l'attaquant et l'une des victimes. Il ne s'agissait pas de terrorisme, hein. Il s'agissait d'une querelle sur des questions d'alcool après l'Aïd. Voilà, on n'est pas dans finalement. Oui, mais comprenez bien, on n'est pas dans le même registre. Et aujourd'hui, cette dimension-là, elle existe. Elle existe parce que une partie de la population qui vit en France n'admet pas qu'il y ait des usages français, qu'il y ait des lois françaises qui autorisent un certain nombre de choses, qui ne sont peut-être pas autorisées ailleurs, mais qui l'autorisent en France. On voit justement le Rassemblement national s'exprimer beaucoup et reconquête aussi autour de ces sujets de société. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face au terrorisme et face aussi, alors plus largement face à l'immigration? Souvent, les deux sont corrélés par le Rassemblement national et reconquête. Quelle est la position de la droite, de LR là-dessus? Face au terrorisme, il y a une veille de tous les instants. Le propre du terrorisme, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quand ça vient. Donc, il y a une veille de tous les instants à mener, et il y a aussi l'entretien dans la population d'un esprit de vigilance, qu'un certain nombre, on parlait d'Israël tout à l'heure, qu'un certain nombre de pays ont développé au fur et à mesure. Ça, c'est important. Sur l'immigration, moi, je veux bien qu'on fasse une corrélation absolue, il peut y en avoir, elle n'est pas systématique. Sur l'immigration, on a essayé au cours de l'automne de faire passer des mesures via le Sénat et l'Assemblée nationale, de façon à réduire la capacité d'accès à notre pays, qui aujourd'hui n'est plus en mesure d'accueillir les populations que l'on accueille actuellement. Cette loi a été votée, elle a été votée de façon assez cynique par la majorité, considérant qu'ensuite elle ferait appel au Conseil constitutionnel et qu'il la censurerait. On a quand même un vrai problème là-dessus. Objectivement, cette loi, on en est tous conscients, elle n'était pas suffisante. Elle n'était pas suffisante, néanmoins elle permettait d'avancer. Et le Conseil constitutionnel l'a retoqué
avec la complicité de l'exécutif, du président de la République, du gouvernement, qui ne veut surtout pas avancer dans ce domaine-là, qui a une vision strictement économique des choses, considérant qu'il s'agit de main-d'œuvre, point, et qui ne se refuse à admettre une dimension de cohésion nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut revoir cette loi? On va y revenir parce qu'il y a aussi une disposition européenne. Il y a une dimension éminemment européenne. Voilà, on va parler dans un instant d'Europe, mais est-ce qu'il faut revoir cette loi au niveau français ou est-ce qu'il faut faire confiance justement à l'institution européenne et à ce pacte immigration, c'est le terme employé, qui a été voté par les députés européens la semaine dernière? Il faut que la France soit capable d'imposer un certain nombre de dispositifs qui lui sont propres. Après qu'il y ait une coopération intergouvernementale européenne, moi ça me paraît évident, il y a un fait géographique, on a des voisins, qu'on travaille avec eux, ça me paraît vraiment évident. Mais c'est la loi dans ce domaine-là, c'est bien la nation, via ses représentants, qui l'a fait. Et elle n'a pas à être toquée par quelque cour européenne que ce soit. Et on vient sans doute au sujet que c'était abordé, c'est l'un des enjeux de cette élection européenne, qui est quand même un vrai sujet, c'est que nous considérons que la loi française, y compris la première d'entre elles, qui est la Constitution, est indépassable par des dispositifs européens, par des traités, etc. Elle prime sur le reste, parce que c'est la loi que nous nous sommes donnée, nous, le peuple français. Et là, il y a un sujet, parce qu'on a en permanence une tentative venant de l'Union d'essayer de orienter, contrôler, mettre dans un parc cette loi française au regard de ce qui pourrait constituer une loi européenne. Non, c'est la loi que se donne la nation, le peuple souverain, qui prime sur le reste. Vrai sujet, ça peut paraître un peu théorique à nos auditeurs, mais c'est un vrai sujet. Donc pas de loi supranationale, donc pas de loi européenne. D'ailleurs, nos voisins allemands qui sont toujours très réalistes en la matière, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, donc en Allemagne, elle a clairement édicté la chose. Donc nous, on a toujours nos petits problèmes de comment dirais-je, nos complexes. Il faut que nous soyons plus européens qu'européens. Eux sont très réalistes en la matière. Et ça ne va pas contre l'Europe, au contraire, ça recadre les choses. Je serais tenté de dire, est-ce que le gouvernement français ou les gouvernements qui se sont succédés font un petit peu de zèle par rapport à la chose européenne? Quand on ne veut pas évoquer les problèmes français, on dit que la solution est européenne. C'est souvent ça, hein. Quand on ne veut pas évoquer nos questions de souveraineté nationale, dans le domaine agricole par exemple, on invoque la souveraineté européenne, qui n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen, il y a une belle civilisation européenne, mais il n'y a pas de peuple européen, il n'existe pas. Il n'y a pas de nation européenne, elle n'existe pas. Alors, justement, je voulais venir à l'agriculture. Hein. Vous avez lâché le mot, Stéphane de Sadier-Dupin. C'est aussi un des grands enjeux de cette élection du 9 juin, avec plusieurs vues européennes sur l'agriculture et surtout un malaise criant des agriculteurs, des paysans ici en France, mais plus largement en Europe. On les a vus sortir les tracteurs, si vous me permettez le terme. On a vu ces images très fortes. Alors aujourd'hui, on voit moins de tracteurs dans les rues, mais le malaise est toujours là. Alors le malaise, il est toujours là, on voit moins de tracteurs dans les rues tout simplement parce que chaque agriculteur est un indépendant et qu'il faut qu'il fasse vivre son exploitation et qu'aujourd'hui, là, en l'instant, ils sont tous au boulot dans les champs, on est dans ou auprès de leurs bêtes, on est dans les périodes d'intense travail. Dans le domaine agricole, que nous ayons un grand marché européen là-dedans, tout le monde le reconnaît. Mais que nous nous voyons imposer le Green Deal européen, qui est un truc d'écolo, c'est de l'écologie politique, qui est une forme d'idéologie dominante à Bruxelles, qui veut imposer des conditions de production aux agriculteurs français qui ne sont jamais imposées où que ce soit dans le monde autrement. Et on va arriver à cette situation complètement délirante qui consiste à ne plus produire un certain nombre de choses chez nous parce que la norme ne le permet plus, mais de les importer de l'étranger, là où cette norme n'existe absolument pas. Donc,
les efforts que nous avons déjà faits, nous avons fait les plus gros efforts au monde dans notre domaine agricole, en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Et on va importer des produits qui, eux, ne sont pas vertueux, comme disent les écolos, dans ce domaine de gaz à effet de serre. Je veux dire, on veut se donner des allures de bons élèves et on ne réfléchit pas en termes de puissance, parce que l'agriculture européenne, l'agriculture française, elle participe de la puissance française et de la puissance collective européenne, et que parce qu'on a perdu le contact avec ce monde agricole, faut dire les choses, parce qu'à Bruxelles ils regardent ça de loin, parce qu'à Bruxelles ils regardent ça dans les livres, eh bien ils ont complètement perdu contact. Le Green Deal et puis la directive de la ferme à la fourchette sont de ce registre-là. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, les nations n'ont plus la main du tout. Je prends un exemple, sur le traité de libre-échange avec le Canada, dit CETA. Le Sénat a rejeté ce projet de traité. Vous savez, ça passe d'abord à Bruxelles et à Strasbourg, et ensuite ça revient dans les parlements nationaux. Le Sénat le rejette. L'Assemblée nationale va le rejeter, probablement, et le président de la République passera outre et ratifiera. Vous voyez, on a là-dessus aussi un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on va se permettre un certain nombre d'importations qui risquent de déstabiliser nos marchés, et on va le faire en ne tenant pas compte de la représentation nationale. Avec justement cette interrogation, pourquoi le président ne suit pas justement les directives adoptées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, là aussi, parce qu'il en a la faculté, et que le président de la République a une vision très idéologique du libre-échange. Nous voulons être pragmatiques et nous voulons défendre les intérêts des Français, des agriculteurs français en l'occurrence. Et c'est là le sujet. L'objet de l'action du gouvernement, ça doit être de défendre les intérêts français. Et là, il a une vision qui est un peu différente. Ou alors, il privilégie un certain nombre de produits industriels qui deviennent rares chez nous, et il à l'encontre de nos produits agricoles. On n'écoute pas les agriculteurs, on les entend pas. Il y a eu un grand mouvement de sympathie, objectivement. Alors oui, au niveau de la population, on a vu justement que la population aimait ces agriculteurs. Parce qu'au-delà de l'agriculture, c'est le terroir que ça dit. Et en France, on a ce lien singulier avec entre la nation et le terroir. Ça dit quelque chose de nos racines aussi. Et ça va au-delà des idéologies, puisqu'on voit le mouvement écologiste qui a beaucoup tapé, il faut le dire, sur les agriculteurs. Malgré tout, les agriculteurs résistent, et puis il y a ce mouvement de sympathie. Mais on a l'impression qu'au niveau de l'Europe, en particulier, bien les agriculteurs, on les entend pas malgré tout. Sur cet épisode, on a eu quand même en Italie, en Allemagne, de grandes manifestations, ce qui était une nouveauté. Alors, ma crainte, c'est toujours pareil, c'est que Madame von der Leyen, la fonctionnaire à la tête de la Commission européenne, je rappelle qu'elle n'est pas élue mais qu'elle est fonctionnaire, a décidé de faire ponctuellement une forme de machine arrière en ne revenant pas sur le fond des choses. C'est bien là le drame. Le vrai risque, c'est qu'après les élections européennes, après l'épisode démocratique auquel ils sont contraints, eh bien ils reviennent à la charge sur le fameux Green Deal en question. Il y a aussi la pêche, ça concerne la Bretagne, l'agriculture évidemment, la pêche aussi, la pêche est en grande souffrance, on le voit aujourd'hui avec à la fois des normes écologiques là encore, et puis l'arrivée de ces gros bateaux, on en a vu quelques-uns stationnés à Saint-Malo ces temps derniers, ces gros bateaux qui tuent en quelque sorte la pêche artisanale. Là aussi, l'Europe a oublié la pêche, la petite pêche. Là aussi, l'Europe a oublié que nous étions déficitaires, enfin, que nous consommons beaucoup plus de poissons que nous n'en importons, enfin que nous n'en produisons, pardon, que nous pêchions. Là aussi, parce que ils ont une vision de utilisation de gasoil dans les bateaux, il faut réduire tout cela, ce qui n'empêche pas du tout. Le poisson, on en mangera, mais simplement on l'importera, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire.
Donc, moi, je préfère que les pêcheurs bretons pêchent leurs poissons plutôt que d'aller acheter un poisson qui vient de je ne sais où dans le monde. Et puis le débat sur les ressources, les ressources de poissons, hein, les ressources halieutiques, y a débat. C'est-à-dire que les mesures qui sont faites sur l'état de la ressource, entre ce que constatent les pêcheurs en mer et ce que produisent un certain nombre d'experts parfois partisans, il y a une vraie différence. Il y a aussi des normes, alors que ce soit en agriculture, que ce soit dans la pêche ou plus largement dans notre quotidien. Aujourd'hui, on voit les Français, en tout cas, qui en ont, permettez-moi le terme, marre des normes. Ça nous ramène un petit peu à Georges Pompidou, disparu il y a 50 ans, qui avait dit faut cesser d'emmerder les Français. Je reprends la phrase. Est-ce qu'on les emmerde un peu trop, les Français, aujourd'hui, en termes de normes? Alors moi, ça me paraît une évidence. Hein, la norme tue le petit. Hein, c'est le principal objet de la norme. Et avec ça, il y a un paradoxe, parce que la norme est une passion française. Malheureusement qu'on l'a refilé au niveau bruxellois, mais c'est vraiment une passion française. Essayer de mettre les choses dans des cases, plutôt que de faire confiance à la créativité et à la liberté des gens. Donner des obligations de moyens, plutôt que de donner des obligations de résultats. C'est du même registre. Oui, on crève de la norme, singulièrement dans le logement aujourd'hui, on l'en crève partout, hein, mais on en crève singulièrement dans le logement aujourd'hui. On est en train de vivre une crise inédite du logement, que l'on a provoquée par idéologie, sur la norme certes, mais également sur le zéro artificialisation nette, vous savez, cette espèce de grande idée qui veut qu'on ne consomme plus de foncier d'ici 2050, et qui est en train de créer une crise absolument inédite du logement. On le voit en Bretagne, on n'arrive plus à se loger en Bretagne. Alors, on n'arrive plus à se loger en Bretagne, on n'arrive plus à devenir propriétaire. La singularité bretonne, c'était quoi? C'était que, même jeune, un couple, un foyer pouvait accéder à la propriété, peut-être modeste, et ensuite, éventuellement, évoluer, progresser. Mais on accédait à la propriété assez jeune. Aujourd'hui, les taux, mais également les prix du marché sont tels que l'on ne peut pas y accéder. Résultat, on se replie vers un marché locatif qui est, au moins pour les bailleurs privés, très limité et assez cher. Et quand on ne peut pas, eh bien, on va pointer dans la file d'attente qui nous amène au logement social. Dans l'absolu, 70 ou 80% des Bretons, je n'ai plus le chiffre en tête, peuvent accéder au logement social, mais ce n'est pas leur rêve, ce n'est pas leur désir. Leur désir, c'est d'avoir une petite maison dans laquelle, un petit jardin dans lequel on peut faire vivre sa famille. Qui plus est, Marc Le Fur l'a signalé avec brio dans une tribune, c'était au Télégramme la semaine dernière. Finalement, pour faire les progrès écologiques que l'on attend, est-ce que c'est pas la maison individuelle qui est la plus simple pour aménager une prise en vue d'avoir la voiture électrique, pour mettre des panneaux solaires, pour mettre de la géothermie, pour avoir des systèmes d'assainissement qui soient les plus agiles et les plus adaptés. Voilà. Donc simplement, on a une série de personnes qui pensent que le collectif va primer sur l'individuel et que la propriété c'est mal. Et ces gens-là sont parfois aux manettes. Avec aussi quand même le développement des Uber, hein, comme l'on dit, la location saisonnière, qui tue aussi finalement le marché quelque part. Alors, là, le sujet est délicat, cher Stéphane. Le sujet est délicat parce que, oui, vous abordez la question d'Airbnb, finalement. Oui, c'est ça oui, le sujet. Tout à fait. Uber, c'est Airbnb. C'était oui, la page de publicité. Quand on regarde les chiffres, c'est assez troublant. C'est assez troublant. Il y a des questions de fiscalité, je dis ça pour les hôteliers notamment, il y a des questions de fiscalité qu'il faut aménager, c'est évident. Mais sur le fond, je crois que c'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires qui se fait dans des communes qui sont de moins de 10 000 habitants, je dis ça de mémoire, et d'Airbnb, j'entends. Oui. Et que un tiers de ces Airbnb sont dans les mêmes communes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça constitue pour une partie de la population la possibilité d'avoir un revenu complémentaire. Partie de la population dont les revenus sont modestes. Hein. Moi, je pense à des retraités dont les pensions sont modestes notamment. Voilà. Donc, je veux bien jeter l'anathème sur tel ou tel mode de fonctionnement. Je souhaite une harmonisation fiscale, de toute façon, ce qui n'est pas l'injustice, mais je trouve que la recherche du bouc émissaire est parfois un peu facile.
On va parler Et ça dépend des territoires. Et ça dépend des territoires, il est utile de le signaler. On va parler d'économie aussi, parce que l'Europe, c'est l'économie. Aujourd'hui, on le voit dans une bascule géopolitique, on en parlait en commençant, on voit des pays tels que la Chine qui prennent beaucoup d'ampleur au niveau économique, les États-Unis qui s'effondrent un petit peu. Alors quand je dis s'effondrent, c'est peut-être un bien grand mot. C'est pas du tout ce que dit la dernière note du MEDEF, qui est tout à fait passionnante. Et qui décrit de façon très clinique le décrochage de l'Union européenne face aux États-Unis, notamment d'un point de vue industriel, mais pas que, qui est un vrai décrochage dans le temps, qui est lié notamment au décrochage au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que les États-Unis ont fait, quel que soit le parti d'ailleurs, un démocrate ou républicain, là n'est pas la question, ont fait une vraie révolution avec le gaz de schiste. Ils sont devenus, avec des pétroles, une grande puissance de production de ce type d'énergie. Ça leur a permis quand même d'avoir une progression de leur prospérité très sensible, à laquelle nous nous sommes refusés. Donc aujourd'hui, nous décrochons, c'est très clair dans la note du MEDEF, nous avons décroché de l'évolution américaine. Nous, l'Union européenne. Décrochage donc de l'Union européenne, mais une Union européenne qui doit constituer aussi une forme d'harmonisation. Alors on parlait de fiscalité tout à l'heure, harmonisation sociale, on peut en dire un mot aussi, cette fameuse Europe sociale appelée des vœux des différents partis politiques finalement européens, plutôt de gauche, et puis on a également une harmonisation économique. Alors cette harmonisation économique aujourd'hui elle est difficile à faire en Europe, on a plusieurs pays qui ne sont pas au même niveau. Moi, je veux bien qu'on harmonise tout, hein. Qu'on normalise tout, qu'on banalise tout. Ça nous ramène aux normes. L'Europe sociale, objectivement, c'est pas demain, quoi. Il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Et si l'Europe sociale, c'est complètement se couler sur le modèle de la puissance dominante en Allemagne, en Europe, lapsus révélateur qu'est l'Allemagne, j'en vois pas l'intérêt majeur. Là où il faut... donc voilà, vous avez compris que moi je suis plutôt attaché à la singularité des nations qui ont la liberté, parce que c'est l'échelle démocratique. C'est-à-dire qu'en France, l'échelle démocratique, c'est la nation. Et c'est ce qui fait qu'on adhère, d'ailleurs. Donc, je suis pas partisan de l'harmonisation à tout crin, ou de la normalisation à tout crin. Par contre, il y a un domaine dans lequel on a quand même très intérêt, mais de façon objective, hein, à corriger le tir, c'est la question de nos finances publiques. Là, je parle essentiellement des finances de l'État. Alors, j'allais y venir, mais vous me devancez, c'est très bien. Non, parce que c'est là-dessus. Lorsque le général de Gaulle, en 58, prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est le plan RUEF et le nouveau franc. On avait la capacité, via la monnaie, de le faire, et donc on rétablit les finances publiques. Aujourd'hui, on est dans une situation gravissime. On a fait 1000 milliards de déficit supplémentaires depuis 2017, premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors il va nous dire, c'est la Covid. Quand on regarde un peu, ça l'est pas entièrement. Je pense qu'il y a un tiers de ces 1000 milliards qui sont grosso modo liés à la Covid. Le reste, c'est de la non-maîtrise des dépenses de l'État. Hein. Puis des politiques de chèque ceci, de chèque cela. Bon, bref. On a un vrai sujet là-dessus parce que c'est notre souveraineté, c'est notre indépendance, pour reprendre un vieux principe gaulien, qui est en cause. Aujourd'hui, nous n'empruntons sur le marché que parce que nous avons une couverture de l'euro. De l'euro, c'est-à-dire des puissances qui, en Europe, pardonnez-moi, ont une situation budgétaire plus normale que la nôtre. En l'occurrence, nos voisins d'outre-Rhin. Donc ça veut dire que si nous n'avions pas cette couverture, nous ne pourrions plus emprunter et nous serions en situation, disait François Fillon, de faillite. C'est là qu'est notre souveraineté, c'est là qu'est notre indépendance, et c'est là qu'est l'enjeu. Alors je sais que c'est pas facile à dire à nos concitoyens, parce que ça implique un certain nombre de réformes, mais c'est là qu'est l'enjeu. Si nous voulons être libres demain, il faut rétablir cela, parce que sinon on va vraiment au gouffre. Très vite, au gouffre, très vite.
Au gouffre très vite. On a vu Olivier Marleix très en colère en disant que le budget qui avait été présenté au Parlement n'était visiblement pas sincère et demandant peut-être la possibilité de censurer le gouvernement. Est-ce que ça chemine? Vous connaissez l'histoire. On débat sur le budget en octobre-novembre 2023. Sur un budget, un chiffre donné. Et le ministre des Finances reçoit au même moment une note de ses services disant qu'il y a un décalage de 10 milliards en recettes et que ça ne va pas passer. 10 milliards, une paille. Bon. Le budget passe au 49.3. Donc il passe dans le format souhaité et désiré, non modifié par l'Assemblée, souhaité et désiré par le gouvernement. Et deux mois après, on nous dit, hop, finalement, on a 10 milliards de recettes qui nous manquent, donc on va devoir modifier. Il y a un sujet quand même. Et là, courant de semaine dernière, on nous annonce, si j'ai bien compris, 10 milliards supplémentaires. Ce qui, dans toute démocratie normale, aurait amené, alors autrefois on appelle ça un collectif budgétaire, un projet de loi de finances rectificative, c'est-à-dire un projet de loi qui corrige le budget pour être au plus près de la réalité. Mais Emmanuel Macron n'en veut pas. Mais il veut pas. Il veut pas repasser devant la représentation nationale pour les raisons que vous imaginez. Donc là on a quand même un petit sujet de démocratie entre nous. Hein. Alors effectivement, qui peut le plus peut le moins. Il a voté des sommes en dépenses. Il peut très bien ne pas les dépenser, ce qu'il est en train d'essayer de faire avec les collectivités, avec plein de choses. Peut-être avec la CEDIC, peut-être. Enfin bon, bref. Mais voilà, on a quand même un vrai sujet. Si c'est 20 milliards de décalage, c'est pas rien. C'est aujourd'hui la preuve qu'on s'assoit sur le Parlement, quoi. C'est-à-dire sur la représentation nationale. Donc, éventuellement, la motion de censure, le gouvernement pourrait tomber? Alors, moi je suis pas parlementaire, donc ça m'appartient pas, mais ça fait partie des outils. Aujourd'hui, enfin, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on sortira de la situation de blocage dans laquelle on est? Vous savez sur quoi on légifère actuellement à l'Assemblée nationale? Sur la discrimination capillaire. Ah oui. Vous voyez, hein? Donc, vous avez les cheveux crépus, vous avez les cheveux colorés, vous n'avez pas de cheveux. Moi, je m'interrogeais à un moment ou à un autre s'il fallait intégrer ceux qui ont un cheveu sur la langue. Vous voyez, non, mais tout ça est d'un ridicule absolu. On a légiféré sur la danse de salon. Donc, si on veut ridiculiser le Parlement, on continue comme ça. Alors qu'il y a des sujets majeurs comme ces questions budgétaires. Un dernier mot, il nous reste 2 minutes, Stéphane de Sadier-Dupin, sur les territoires. On a beaucoup parlé d'autonomie ces temps derniers, d'autonomie de région. Alors évidemment, on pense immédiatement à la Corse, mais la Bretagne n'est pas... Moi, je pense immédiatement à la Bretagne. Voilà, mais pardonnez-moi, c'est mon premier réflexe. J'allais dans l'ordre chronologique, mais je vous rejoins. Est-ce que demain, il faudra donner plus d'autonomie aux territoires, aux régions, avec le risque peut-être de faire une Europe des régions Alors, l'Europe des régions, elle est morte depuis que l'Union n'a pas soutenu ni les velléités indépendantistes catalanes, ni en son temps le référendum écossais. Hein. Donc on va garder son calme sur l'Europe des régions. C'est une grande idée qui a vécu. Et heureusement. Et heureusement, parce que c'est une façon de contourner les nations. Maintenant que la nation se saisisse de la question régionale et des collectivités chez nous, oui, infiniment oui. Infiniment oui, parce que dans l'état de faillite dans lequel il est, l'État ne peut plus tout faire. Et infiniment oui, sous réserve que ce ne soit pas l'occasion pour les collectivités d'augmenter l'impôt. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Stéphane de Sadier-Dupin, conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor, était avec nous ce matin pour parler d'Europe et aussi de politique intérieure. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à tous. Très belle journée. Belle semaine à tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.